Paris, suite présidentielle du Four Seasons Georges V, une scène destinée à bouleverser la haute société parisienne pour toujours. Antoine Dubois, 38 ans, PDG d'un empire technologique de 3 milliards d'euros, resta paralysé sur le seuil de la chambre en découvrant l'impensable. Camille Laurent, 26 ans, la nourrice engagée 3 mois plus tôt, allaitait son fils Gabriel de 6 mois. Mais ce ne fut pas la violation du contrat qui l'empêcha de la licencier sur le champ. Ce fut la cicatrice en croissant de lune sur le cou de la femme, identique à celle de son épouse Isabelle, morte en couche, et le grain de beauté en forme d'étoile sur l'épaule gauche, et la fossette sur la joue quand elle souriait à l'enfant. Tout en elle criait Isabelle, pourtant Isabelle reposait au cimetière du Père-Lachaise. Quand Antoine murmura qui elle était vraiment, Camille leva des yeux pleins de larmes et révéla la vérité qui détruirait tout. Elle était la jumelle secrète d'Isabelle, la fille que la famille de Montmorency avait fait disparaître 26 ans plus tôt pour préserver l'héritage. Et le lait qui nourrissait Gabriel était presque identique à celui qu'aurait produit sa mère, car elle partageait 81,9% d'ADN. Antoine Dubois avait construit son empire technologique en affrontant l'impossible, négociant avec les requins de la finance internationale, survivant à des tentatives d'acquisition hostiles qui auraient détruit des hommes plus faibles. Mais rien dans sa vie de succès ne l'avait préparé à ce matin de novembre où il rentra plus tôt que prévu de Shanghai. L'appartement de 600 mètres carrés sur l'avenue Montaigne était enveloppé d'un silence anormal pour une maison avec un bébé de 6 mois. Isabelle était morte d'embolie pulmonaire pendant l'accouchement, le laissant seul avec Gabriel, et un vide qu'aucun succès professionnel ne pouvait combler. Camille Laurent avait été engagée par l'agence la plus exclusive de Paris 3 mois auparavant. Son curriculum vitae parlait d'une licence en sciences de l'éducation, d'une spécialisation en puériculture, de références impeccables auprès de familles de la haute société lyonnaise. Mais surtout, elle avait été la seule candidate que Gabriel n'avait pas rejetée en hurlant. L'enfant, qui pleurait désespérément avec quiconque n'était pas son père, s'était calmé instantanément dans ses bras, comme s'il reconnaissait quelque chose de familier. Traversant le salon avec ses monnets originaux et ses sculptures de Rodin, Antoine se dirigea vers la nurserie. La porte entr'ouverte révéla une scène qui le glaça jusqu'aux os. Camille était assise dans le fauteuil Louis XV, l'uniforme de nourrice déboutonné allaitant Gabriel au sein. L'enfant tétait paisiblement, une petite main posée sur la poitrine de la femme, les yeux mi-clos, dans une expression de paix absolue qu'Antoine ne lui avait jamais vue auparavant. La colère initiale, violente comme de la lave, s'éteignit brusquement quand Antoine remarqua les détails que son cerveau avait enregistrés inconsciemment depuis des mois. La cicatrice en croissant de lune sur le cou de Camille, exactement là où le décolleté s'ouvrait, identique à celle qu'Isabelle appelait sa marque de lune. Le grain de beauté en forme d'étoile sur l'épaule gauche, la façon d'incliner la tête en regardant l'enfant, la fossette qui apparaissait sur la joue droite. Chaque détail criait Isabelle, et pourtant ce n'était pas elle. Camille leva les yeux et le vit. La terreur lui peignit le visage d'une blancheur cadavérique, tandis qu'elle se hâtait de se couvrir, posant délicatement Gabriel dans son berceau. Quand elle se tourna vers Antoine, les larmes coulaient déjà sur son visage, et dans cette lumière matinale qui filtrait par les fenêtres, la ressemblance avec Isabelle n'était plus niable. Elle ne ressemblait pas à Isabelle, elle était identique à Isabelle. La voix de Camille tremblait, tandis qu'elle révélait sa véritable identité. Elle était née Camille de Montmorency, jumelle d'Isabelle, 26 ans auparavant. Leurs parents, aristocrates lyonnais dont l'arbre généalogique remontait aux croisades, avaient pris une décision cruelle à leur naissance. Une fille serait l'héritière parfaite, l'autre disparaîtrait. Camille avait été donnée en adoption secrète à une famille de vignerons en Provence, les Laurent, avec 50 000 € par an de pension versés par des comptes anonymes. Isabelle n'avait jamais su son existence, du moins pas consciemment. Mais Camille avait découvert la vérité seulement en voyant l'avis de décès de sa sœur 6 mois plus tôt. La photo dans le Figaro était comme regarder dans un miroir.
Les Montmorency, quand elle les avait contactés, avaient d'abord tout nié, puis lui avaient offert 15 millions d'euros pour disparaître à nouveau et renoncer à toute prétention sur l'héritage. Mais quand Camille avait appris l'existence de Gabriel, un enfant sans mère, quelque chose s'était brisé en elle, ou peut-être s'était recomposé. Elle-même avait perdu un enfant 1 an auparavant, mort avec son mari dans un accident de voiture au 7e mois de grossesse. Son corps produisait encore du lait, le lait destiné à un enfant qui n'était plus. Le destin, ou peut-être la cruelle ironie de la vie, l'avait menée à nourrir le fils de la sœur qu'elle n'avait jamais connu. Antoine écoutait en silence, tandis que son monde s'effondrait et se reconstruisait simultanément. La raison pour laquelle Gabriel s'était calmé instantanément avec Camille était maintenant claire. L'ADN reconnaît l'ADN. Le lait de Camille, génétiquement presque identique à celui qu'aurait produit Isabelle, était ce que le corps de l'enfant reconnaissait comme maison. Ce soir-là, après avoir couché Gabriel, Antoine convoqua Camille dans son bureau. Il avait passé l'après-midi avec son détective privé, vérifiant chaque détail de l'histoire incroyable. Les registres hospitaliers de la maternité de Lyon, habilement altérés mais pas complètement effacés, confirmaient la naissance de jumelles 26 ans plus tôt. Les paiements traçables, bien que passant par des sociétés offshore aux îles Caïmans, menaient au compte des Montmorency. Camille était assise rigide dans le fauteuil de cuir, toujours en uniforme de nourrice, les mains serrées sur ses genoux. Antoine ne pouvait plus voir en elle une employée. Il voyait Isabelle et simultanément quelqu'un de complètement différent. C'était déchirant et réconfortant à la fois. L'histoire complète émergea lentement. Les parents adoptifs de Camille étaient morts quand elle avait 18 ans, lui laissant l'héritage mystérieux qui lui avait permis d'étudier et de se construire une vie. Elle s'était mariée à 23 ans avec Pierre, un pédiatre. Ils étaient heureux, attendaient un enfant. Puis, l'accident au 7e mois de grossesse. Pierre mort sur le coup, le bébé mort-né par césarienne d'urgence, et elle survivante avec un corps qui produisait du lait pour un fils qui ne le boirait jamais. Antoine sortit du coffre-fort caché derrière un Delacroix les bijoux d'Isabelle, incluant un médaillon qu'elle ne quittait jamais. À l'intérieur, 2 emplacements pour photographie, un avec Gabriel nouveau-né, l'autre vide. Isabelle disait toujours que cet espace était pour le 2e enfant qu'ils auraient. Mais maintenant, Antoine se demandait si inconsciemment, elle n'avait pas toujours senti le vide de la sœur manquante. Le téléphone sonna. C'était le détective avec des nouvelles qui glacèrent le sang. Dans le testament original d'Isabelle, découvert dans un coffre secret, il y avait une clause particulière. Si elle mourait dans l'année suivant l'accouchement, la moitié de l'héritage irait à une personne identifiée seulement comme CM, à confirmer par test ADN. Isabelle savait. D'une manière ou d'une autre, elle avait découvert l'existence de Camille. Mais il y avait pire. Le détective avait trouvé des traces de paiement suspect à une infirmière présente lors de l'accouchement d'Isabelle, Marie Rousseau, nièce de la gouvernante des Montmorency. La femme avait disparu le lendemain de la mort d'Isabelle avec 500 000 € miraculeusement apparus sur son compte. Le rapport d'autopsie, qu'Antoine n'avait jamais eu le courage de lire, montrait des traces d'anticoagulants non thérapeutiques dans le sang d'Isabelle. De la warfarine à haute dose, capable de provoquer une embolie pulmonaire pendant la grossesse. La vérité était dévastatrice. Isabelle avait été assassinée par sa propre famille parce qu'elle avait découvert l'existence de Camille et voulait la reconnaître. La lettre dans le testament n'était pas un pressentiment, mais la conscience d'être en danger. Antoine sentit une fureur froide s'emparer de lui. Les Montmorency avaient tué son épouse, avaient détruit la vie de Camille, avaient volé sa mère à Gabriel. Et maintenant, cette famille de serpents allait payer. Camille, voyant la transformation sur le visage d'Antoine, lui toucha délicatement le bras. Pas besoin de mots pour comprendre ce qu'il pensait, mais dans ses yeux, si semblables à ceux d'Isabelle et pourtant différents, il y avait une supplication silencieuse. Ne deviens pas comme eux. 2 jours plus tard, la guerre commença. Les avocats des Montmorency se présentèrent au siège de Tech Vision France avec une mise en demeure.
Camille devait quitter immédiatement la maison et renoncer à tout contact avec Gabriel, sous peine de poursuite pour comportement inapproprié et violation de la vie privée familiale. Antoine les reçut dans la salle de conférence du dernier étage de sa tour à La Défense, entouré de son armée juridique dirigée par maître François Durand, surnommé le requin blanc du barreau parisien. Le comte Charles de Montmorency était venu personnellement avec son épouse Marguerite, tous deux exemples parfaits d'aristocratie décadente. Lui 70 ans d'arrogance condensée, elle un masque de botox et de bijoux. La réunion fut brève et brutale. Antoine projeta sur l'écran géant les résultats du test ADN, confirmant la parenté de Camille, les documents bancaires des paiements pour son entretien secret et surtout la lettre d'Isabelle du testament. Les Montmorency pâlirent en voyant l'écriture de leur fille morte révélant qu'elle savait tout, qu'elle avait découvert les photos de 2 nouveau-nés identiques dans les archives familiales. Mais le coup de grâce vint quand Antoine révéla avoir des preuves de l'implication de la famille dans la mort d'Isabelle. L'infirmière Rousseau, retrouvée en Argentine, avait accepté de témoigner en échange de l'immunité. La warfarine avait été administrée sur ordre direct de la comtesse Marguerite, terrifiée que le scandale de la jumelle cachée ne détruise la réputation de la famille. Le choix offert fut simple. Accepter Camille comme membre de la famille et lui transférer sa part d'héritage, ou voir l'histoire dans tous les journaux d'Europe avec preuves, documents, témoignages. La dynastie des Montmorency finirait dans la boue, le comte en prison pour meurtre, la comtesse détruite. Les Montmorency capitulèrent. En une semaine, 150 millions d'euros furent transférés à Camille, sa part de l'héritage familial plus les intérêts de 26 ans. Mais l'argent semblait sale à Camille, taché du sang de sa sœur. Un soir, tandis qu'Antoine travaillait à l'ordinateur, préparant sa vengeance numérique contre les Montmorency, Camille entra dans le bureau avec Gabriel, endormi dans ses bras. Elle le posa délicatement dans le berceau portable qu'Antoine avait fait installer, puis s'assit face à lui. Elle parla de son défunt Marie-Pierre, de comment il avait commencé à poser des questions sur l'adoption illégale, après avoir trouvé des documents suspects à l'hôpital où il travaillait. 2 jours après ces découvertes, le camion qui les avait percutés, le conducteur jamais retrouvé. Tout prenait sens maintenant. Les Montmorency éliminaient quiconque menaçait leur secret. Antoine avait déjà lancé son attaque. Les comptes bancaires des Montmorency gelés pour enquête fiscale, des emails compromettants mis en circulation, des squelettes dans le placard exposés un par un. Mais en regardant Camille bercer Gabriel dans son sommeil, quelque chose en lui changea. Il vit non plus le fantôme d'Isabelle, mais une femme qui avait souffert autant que lui, qui aimait Gabriel avec une férocité maternelle, qui le regardait sans jugement, même dans ses moments les plus sombres. Tu aimes cette histoire, ma quoi? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Camille ouvrit le journal d'Isabelle qu'elle avait trouvé parmi ses affaires. Les pages révélaient les pensées les plus intimes de la sœur morte, incluant un passage qui arrêta Antoine. Isabelle écrivait ressentir toujours un vide, comme s'il lui manquait une partie d'elle-même, et concluait que si jamais elle découvrait avoir une sœur, elle voudrait lui dire de toujours choisir l'amour plutôt que la vengeance, toujours le pardon plutôt que la haine. Antoine ferma l'ordinateur portable. Il arrêta l'attaque informatique. Il effaça les fichiers qu'il allait diffuser. Les Montmorency paieraient pour leurs crimes par la justice ordinaire, pas par sa vengeance orchestrée. C'était ce qu'Isabelle aurait voulu. C'était ce que Camille méritait. La comtesse Marguerite se présenta au château de Fontainebleau qu'Antoine avait acheté pour la sécurité 1 semaine plus tard. Il y avait emmené Camille et Gabriel, transformant la demeure historique en forteresse technologique déguisée en paradis français. La femme qui entra n'était plus l'aristocrate arrogante d'autrefois. Elle avait vieilli de 20 ans en 1 mois. Le comte était en prison en attente de procès, les biens séquestrés, le nom sali. Elle venait demander pardon, elle qui n'avait jamais rien demandé à personne de sa vie. Elle s'agenouilla devant Camille, chose impensable pour une Montmorency, et confessa tout.
La peur que deux filles divisent l'héritage, la décision cruelle de les séparer, les années de paiement pour maintenir le secret. Et finalement, la panique quand Isabelle avait tout découvert, la décision fatale de l'éliminer. Camille aida la femme qui l'avait abandonnée à se relever. Elle ne pouvait pardonner 26 ans de vie volée, ne pouvait pardonner Pierre et l'enfant jamais né, ne pouvait pardonner Isabelle. Mais elle pouvait, peut-être, commencer à ne pas haïr. Elle passa Gabriel à la comtesse, qui le tint avec des mains tremblantes. L'enfant l'étudia sérieusement avec les yeux d'Isabelle, puis sourit. La comtesse pleura des larmes qui lavaient des années d'orgueil et de cruauté. Avant de partir, Marguerite laissa un document. La renonciation à toute prétention sur l'héritage, tout transféré à Camille et Gabriel. Mais surtout, elle laissa une confession écrite de sa main, dédouanant l'infirmière Rousseau, assumant l'entière responsabilité de la mort d'Isabelle. Elle irait en prison, mais au moins avec la conscience partiellement allégée. Dans les mois qui suivirent, tandis que le procès des Montmorency bouleversait la France, quelque chose d'inattendu commença à croître entre Antoine et Camille. Ce n'était plus seulement la ressemblance avec Isabelle qui le liait à elle. Camille avait sa propre lumière, différente de celle d'Isabelle, où Isabelle avait été feu qui brûlait intense. Camille était eau qui nourrissait constamment. Il la voyait allaiter Gabriel avec une dévotion qui dépassait le devoir. L'enfant, maintenant presque 1 an, l'appelait « maman » et elle ne le corrigeait pas. Antoine ne le corrigeait pas. C'était naturel, c'était juste, c'était ce que Gabriel ressentait. Et Antoine commençait à ressentir quelque chose de similaire. Pas un substitut d'Isabelle, mais quelque chose de nouveau, né de la douleur partagée, mais grandi dans l'espoir. Un soir, tandis que Camille allaitait Gabriel dans les jardins de Fontainebleau, Antoine s'assit à côté d'eux. Le coucher de soleil teignait le château d'or et de rose, et dans cette lumière, Camille semblait à la fois Isabelle et elle-même, passé et futur fusionnés dans un présent que personne n'aurait pu prévoir. Antoine confessa qu'il commençait à l'aimer, non comme substitut d'Isabelle, mais comme Camille. La femme qui avait tout risqué pour aimer un enfant qui n'était pas le sien, qui produisait du lait pour un fils que le destin lui avait pris, puis rendu sous une autre forme, qui avait pardonné l'impardonnable. Camille avait les larmes aux yeux, en répondant que c'était trop tôt, trop compliqué, que l'ombre d'Isabelle était encore trop présente. Mais elle ne dit pas non, elle ne s'éloigna pas, quand Antoine lui prit la main. Et quand Gabriel, ayant fini de téter, tendit les bras vers Antoine en l'appelant papa, puis vers Camille en l'appelant maman, quelque chose se cristallisa entre eux. Ils étaient une famille, non conventionnelle, née de la douleur, mais une famille quand même. 1 an plus tard, le château de Fontainebleau accueillait l'inauguration de la fondation Isabelle et Pierre, dédiée aux enfants orphelins et aux mères en difficulté. Camille avait transformé son héritage maudit en bénédiction, créant un centre où son lait, qu'elle produisait encore abondamment, nourrissait non seulement Gabriel, mais d'autres enfants dont les mères ne pouvaient allaiter. Le programme était révolutionnaire et controversé, allaitement croisé pour sauver des vies. Certains l'appelaient scandaleux, d'autres miraculeux. Pour Camille, c'était simplement la transformation de la douleur en don. Le lait qui devait nourrir son fils mort sauvait maintenant des enfants qui autrement seraient morts de faim ou de malnutrition. Pendant la cérémonie d'inauguration, avec 300 invités de la haute société française présents, Camille monta sur scène avec Gabriel, maintenant 2 ans, qui jouait avec le microphone. Son discours fut bref mais puissant, parlant de comment la douleur pouvait devenir espoir, de comment le lait maternel ne distinguait pas entre enfants biologiques et enfants du cœur, de comment l'amour dépassait les liens du sang. Antoine la regardait depuis le premier rang avec une fierté évidente. À côté de lui, incroyablement, était assise la comtesse Marguerite, sortie sous caution en attendant le verdict. Elle avait tout perdu, mais avait gagné quelque chose de plus précieux. Une seconde chance avec la fille qu'elle avait abandonnée et le petit-fils qu'elle avait presque privé de mère. Pendant la réception, un homme d'30 d'années s'approcha désespéré avec un nouveau-né qui pleurait faiblement.
Sa femme était morte en couche une semaine plus tôt, le bébé refusait le biberon et mourait littéralement de faim. Il avait entendu parler du programme de la Fondation, c'était son dernier espoir. Sans hésitation, Camille prit l'enfant et, devant tous les invités, dégrafa son élégante robe bleue Dior et mit le petit au sein. Le silence scandalisé initial se transforma en admiration quand l'enfant, qui n'avait pas mangé depuis des jours, commença à téter avidement, la vie revenant visiblement dans son petit corps. Cette scène, photographiée et diffusée sur les réseaux sociaux, devint virale. Camille, allaitant un enfant inconnu avec la même tendresse qu'elle nourrissait Gabriel, devint le symbole d'un amour qui dépassait conventions et tabous. Les dons commencèrent à affluer de toute l'Europe pour étendre le programme. Mais le moment le plus significatif vint ce soir-là, quand tous les invités étaient partis. Antoine trouva Camille dans la nurserie, allaitant à nouveau Gabriel, qui à 2 ans cherchait encore son sein, plus pour le réconfort que pour la nutrition. C'était une habitude que beaucoup critiquaient, mais qu'elle défendait farouchement. C'était leur lien, le fil qui les unissait à travers l'ADN partagé. Antoine s'assit à côté d'eux et, avec une simplicité qui contrastait avec l'importance du moment, demanda à Camille si elle l'épouserait. « Pas tout de suite », précisa-t-il, « mais quand il serait prêt, quand l'ombre d'Isabelle se serait transformée en bénédiction plutôt qu'en obstacle. » Camille sourit, ce sourire qui n'appartenait qu'à elle, avec la fossette qui apparaissait sur la joue droite. Elle ne dit pas oui, mais elle ne dit pas non non plus. Elle dit que quand Gabriel serait prêt à accepter complètement la nouvelle configuration familiale, quand le fantôme d'Isabelle aurait trouvé la paix, alors il pourrait penser à l'avenir. 2 ans plus tard, la Fondation Isabelle et Pierre avait sauvé plus de 600 enfants. Camille, maintenant connue dans toute la France comme la Madone du lait, coordonnait un réseau de mères donneuses qui partageaient leur lait avec celles qui ne pouvaient en produire. C'était une révolution silencieuse qui changeait la façon de penser l'allaitement et la maternité. Gabriel, 4 ans révolus, appelait Camille maman, sans plus aucune confusion. Il savait que sa maman biologique était au ciel, comme on le lui avait expliqué avec délicatesse, mais Camille était la maman de son cœur, celle qui le nourrissait, le consolait, l'aimait avec une férocité protectrice. La comtesse Marguerite, condamnée à 5 ans avec sursis pour sa confession et sa coopération, vivait dans un petit appartement près du château. Elle faisait du bénévolat à la Fondation, une forme de pénitence et de rédemption. Elle voyait Gabriel tous les jours, et l'enfant avait commencé à l'appeler Mamie Maggie, des formations affectueuses qui faisaient fondre le cœur de la femme à chaque fois. Ce fut par un matin de printemps que tout se conclut et recommença ensemble. Antoine et Camille se marièrent dans une cérémonie intime dans les jardins de Fontainebleau, avec seulement Gabriel, Marguerite et quelques amis intimes présents. Ce ne fut pas un mariage traditionnel. Camille portait une robe qui avait appartenu à Isabelle, légèrement modifiée, comme pour symboliser la continuité et le changement ensemble. Pendant la cérémonie, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une jeune femme se présenta au portail avec une petite fille de quelques mois. C'était l'infirmière Rousseau, revenue d'Argentine avec sa fille. Elle avait lu sur la Fondation, sur le pardon que Camille avait choisi plutôt que la vengeance. Elle venait tout confesser à la police, mais d'abord elle voulait demander pardon. La tension fut palpable quand la femme s'agenouilla devant Camille, confessant avoir administré le médicament qui avait tué Isabelle, contrainte par les Montmorency mais néanmoins coupable. Sa fille, dit-elle en pleurant, était née prématurée et elle n'avait pas de lait. Elle avait entendu parler du programme d'allaitement de la Fondation et venait demander l'impensable, que Camille nourrisse la fille de celle qui avait tué sa sœur. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous regardaient Camille qui tenait Gabriel par la main. Antoine fit mine d'intervenir, mais Camille l'arrêta d'un geste. Elle s'approcha de Rousseau, l'aida à se relever, prit le bébé dans ses bras. Et là, devant tous, le jour de son mariage, Camille Dubois, née Laurent, née de Montmorency, s'assit sur un banc, abaissa le corsage de sa robe de mariée et mit au sein la fille de la femme qui avait tué sa sœur.
Les larmes coulaient silencieusement sur les visages de tous les présents, tandis qu'ils regardaient cet acte de pardon suprême. Le bébé tétait avidement, la vie coulant du corps de Camille au sien, dépassant haine, vengeance, douleur. C'était plus qu'un geste, c'était une déclaration que l'amour gagne toujours, que le pardon est plus fort que la vengeance, que le lait maternel ne distingue pas entre amis et ennemis. Gabriel s'approcha curieux, regarda le bébé qui buvait là où d'habitude il buvait lui, et au lieu d'être jaloux, caressa doucement la petite tête du bébé en disant avec la sagesse innocente des enfants qu'il avait maintenant une petite sœur de lait. Antoine embrassa son épouse et leur étrange assemblage de famille. Gabriel, fils biologique d'Isabelle, mais nourri par Camille, le bébé inconnu qui buvait le pardon, Marguerite qui pleurait de rédemption, même Rousseau qui sanglotait de gratitude et de remords. La dernière image que la France garde de cette histoire arriva 6 mois plus tard. Une photographie en couverture de Paris Match. Camille, assise dans un jardin fleuri, allaitant simultanément 2 jumeaux orphelins, un à chaque sein, tandis que Gabriel lisait un livre appuyé contre ses jambes et qu'Antoine lui tenait une main sur l'épaule. Derrière eux, une photo d'Isabelle souriait avec bienveillance, et à côté, une plaque avec l'inscription devenue la devise de la fondation. Le lait ne connaît pas de frontières, l'amour ne connaît pas le sang, le pardon ne connaît pas de limites. L'histoire du millionnaire qui trouva une inconnue allaitant son fils s'était transformée en quelque chose de plus grand. La preuve que parfois, les secrets les plus terribles peuvent engendrer les miracles les plus beaux. Que le lait d'une mère peut sauver les enfants de toutes les mères, et que l'amour finalement trouve toujours son chemin, même à travers les ténèbres les plus épaisses. Camille continua à produire du lait pendant des années, un phénomène médical que les docteurs appelaient lactation perpétuelle émotionnelle. Tant qu'il y avait des enfants à nourrir, son corps continuait à produire. C'était son super pouvoir, comme elle plaisantait. Certaines femmes sauvaient le monde par la force. Elles le sauvaient d'un enfant affamé à la fois. Et Antoine, l'homme qui avait tout perdu et tout trouvé de manière qu'il n'aurait jamais imaginée, regardait sa famille non conventionnelle avec une gratitude infinie. Isabelle lui avait donné Gabriel. Le destin lui avait donné Camille, et Camille avait donné à tous la preuve que l'amour n'est pas limité par le sang ou la mort, mais coule comme le lait maternel, nourrissant, vital, infini. Mettez un like si vous croyez que le pardon est plus fort que la vengeance. Commentez avec le moment qui vous a le plus touché. Partagez avec quelqu'un qui a besoin de savoir que l'amour dépasse toutes les frontières. Abonnez-vous pour d'autres histoires qui démontrent comment le destin entrelace les vies de façon miraculeuse.